Science. 16h50, volcan en éruption. Des villageois équatoriens ont été évacués, sont revenus, mais les scientifiques insistent. Ça va exploser. La plus ancienne grotte ornée connue à ce jour a été découverte en Ardèche le 18 décembre 1994 par Eliette Brunel, Jean-Marie Chauvet et Christian Hiller à l'occasion d'une exploration entreprise dans le cadre d'activités spéléologiques privées. L'Ardèche. Le pont d'Arc creusé naturellement il y a des centaines de milliers d'années par des eaux souterraines. Ici, il y a 32 000 ans, le climat froid proche de celui du sud de la Suède d'aujourd'hui imposait au paysage une végétation un peu différente. Mais le profil des gorges et la silhouette des montagnes n'ont pratiquement pas changé. L'ancien méandre de la rivière qui découpe ce site exceptionnel regorgeait d'animaux maintenant disparus. Petits chevaux, mégacéros, aurochs, lions des cavernes, rhinocéros laineux, mammouths, etc. Les hommes avaient choisi de les représenter dans une grotte à quelques centaines de mètres seulement du pont d'Arc. Son porche d'entrée, aujourd'hui perdu sous l'effondrement de la falaise, s'ouvrait plein ouest, en un lieu désigné par les rayons du soleil du matin, comme pour indiquer le caractère sacré de cette cavité. Les scientifiques étudient la grotte Chauvet depuis 4 ans. Aucune caméra n'a jamais pénétré dans le site. Voilà, on va montrer. La grotte Chauvet est protégée comme un trésor. On fait un code comme dans les immeubles. Hein. Une porte blindée en interdit l'accès. Des caméras de surveillance reliées en permanence par satellite à un service de sécurité complètent le dispositif. Et là, on pénètre dans le sein des serres. Voilà. Pour la première fois, Jacques Jaubert va visiter la grotte Chauvet. Alors là, on va se chausser. On va changer les chaussures. À l'origine, au fond de cette petite cavité désormais aménagée en sas, le boyau d'accès, une étroite chatière, se dissimulait sous un amoncellement de cailloux. Il fait 13 degrés en permanence dans la grotte Chauvet. En hiver, la différence de température avec l'air extérieur provoque quelquefois l'apparition de vapeurs d'eau. Ouais. On avait le moins de pollution dans la grotte. C'est l'observation de ce phénomène connu du milieu spéléo qui révéla la présence de la grotte. Aujourd'hui, comme dit Jean-Claude, Alors là, on va tout droit. le tunnel d'accès a été légèrement élargi. Là, le boyau ex-rampant, c'est là qu'il y avait la chatière. Eh ben moi, je regrette qu'il n'y ait plus la chatière. Pour le fun. Moi, je l'ai faite 8 fois. Et je t'assure que je ne regrette pas. Tu descends, tu t'arrêtes à la 3e. Ah, arrête de te là. C'est bon. Faites ça systématiquement pour tous vos invités? Ah oui, oui, absolument, oui. Impeccable. Là, on arrive dans la première salle, Oui, mais l'entrée paléolithique est ici. d'accord. On voit l'éboulis. Ah oui, Tu vois, d'accord. là, ça s'est bouché, quoi. Parce qu'à l'extérieur, évidemment, il y a des arbres qui ont poussé, on ne voit rien. Ouais. Tandis qu'à l'intérieur, on voit les cailloux, quoi. Alors, on ne sait pas exactement, au moins il y a 14 000 ans, c'était fermé, mais avant, on ne sait pas. Alors, attends, d'ici, arrête, tu te mets là, hein. Regarde, là, on a un petit mammouth. un petit mammouth
qui a été inscrit dans la stalactite. Ils ont vu un mammouth et ils ont dessiné juste la ventrelle, la trompe, la patte avant, l'arche du ventre, le dos, la tête. Donc pour eux, le mammouth était déjà là, présent, dans cette coulée stalactitique. D'une manière générale, vous avez l'impression qu'ils ont tout exploré, non? Non, parce qu'il y a des tas d'endroits où ils n'ont rien fait, justement. Alors que, ça c'est intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des vides. Où ils ont pu tout visiter sans forcément Oui. laisser des empreintes. Ah, ce disque-là, il est beau. Ah ouais, calcite blanche, impeccable. Les excentriques. Très excentrique, tout mignon. Pistuleuse, C'est très beau, fin, ouais. C'est vrai que c'est une jolie grotte. Il y a énormément de draperies, de stalactites, de stalagmites. On a une impression de blancheur et de fraîcheur. On est émerveillé. Les hommes préhistoriques en ont vu un certain nombre, parce que bien d'autres ont poussé, évidemment, sont constitués depuis ces milliers d'années qui se sont écoulées. Ils en ont tiré parti dans certains cas. Par exemple, pour ce petit mammouth rouge, ils ont tiré parti des formes de la paroi. Dans d'autres cas, ils ont tiré parti des formes de la roche elle-même. Et ils ont dessiné des animaux à partir de ces formes. Ça, je ne dis pas que c'est banal, mais c'est assez fréquent dans l'art paléolithique. En revanche, il y a quelque chose d'assez original dans cette grotte. C'est les grosses nappes de points rouges que nous avons dans toute la première partie de la grotte. Alors là, sur ce panneau, sur ce grand pendant rocheux, on voit une succession de gros points rouges. La partie droite étant bien calcitée, donc ils sont moins visibles. Mais sur la gauche, on les discerne très bien. Et au milieu de ces points rouges, tout à fait respectés du reste par ceux-ci, on voit ici l'empreinte d'une main positive, c'est-à-dire une main enduite de couleur et appliquée sur la paroi. Alors ici, on a fait un montage de plusieurs photos pour avoir une précision un peu plus grande. On peut observer quelques empreintes involontaires de doigts, comme ici. On a la ponctuation, sa forme caractéristique ici avec l'échancrure du pouce, le démarrage ici des doigts, et là, le majeur, qui dans sa partie charnue, a marqué involontairement la paroi par un petit point. Ces empreintes donnent une réalité, la réalité physique des gens qui étaient là il y a 32 000 ans, dans cette caverne et qui ont fait ces panneaux. On arrive à montrer l'existence de deux personnes différentes. Ici, une femme ou un adolescent, on ne sait pas. On ne peut pas être sûr du sexe, mais tout au moins de la taille. Et l'autre panneau, le panneau du grand animal ponctué, on est sûr que c'est un homme, au moins d'1,80 m, qui a effectué cette grande peinture. La personne a pris appui, elle était en extension, son bras était tendu. Donc lorsqu'elle a appuyé pour marquer, le bout des doigts a marqué la paroi, ce qui fait qu'on a la longueur totale de la main. Et la dimension entre la pointe des doigts et la base de la main nous donne la taille d'une main d'adulte, d'homme adulte. Et je pense, moi, que le contact avec la roche et avec la paroi de la caverne avait un sens très fort et devait être nécessaire, puisqu'on trouve aussi, bon, outre ces applications de paume au craie, on trouve des contacts avec des doigts au craie, des traces de doigts. C'est-à-dire que le contact devait être très, très important. Mais de toute façon, il y a un sens symbolique fort qu'on n'arrivera pas à décrypter totalement. À mon avis, l'hypothèse la plus plausible pour l'expliquer, c'est qu'ils essaient d'entrer en contact avec les forces surnaturelles. Le fait d'appuyer la main chargée de peinture sur la paroi établit un contact très fort, non seulement avec la paroi, mais avec ce qui était censé résider à l'intérieur de la paroi, c'est-à-dire des forces surnaturelles, des forces spirituelles,
les gens établissent un contact entre leur monde et le monde de l'au-delà. Ils le font par l'intermédiaire de leurs mains, ce qui est normal, et de la peinture, d'une peinture sacrée. Le toucher, comme la vue, comme l'ouïe, il devait y avoir des chants, il devait y avoir des danses, etc., jouait un rôle extrêmement important. Dans ce cas-là, on en a une preuve archéologique. On est à la salle des Bauges, une salle immense, c'est la plus grande de la grotte, et il n'y a pas de dessin. C'est bizarre, hein? Et dans ce contexte, effectivement. Ça, c'est des squelettes d'ours, hein? Il y a des empreintes d'ours. Ici, il y a beaucoup d'empreintes d'ours. Mais les parois sont excellentes. Elles sont à portée des mains. Ils pouvaient faire des dessins. Ils n'ont pas fait de dessin. Alors, j'ai demandé aux géologues, est-ce qu'il n'y a pas de dessin parce qu'il y a eu de l'érosion? Ils m'ont dit non. Est-ce qu'il a pu y avoir des courants d'air? Ils m'ont dit non. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de dessin, c'est un choix. Contre les parois, des stalagmites formés quelques centaines d'années après le dernier passage des hommes préhistoriques. Au plafond, un imposant massif calcaire, dont une partie s'est effondrée au centre d'une vaste étendue, vestige d'un ancien lac où les empreintes d'ours abondent. Ce sont des creux dans le sol, traces de l'hivernation des ours, les Bauges, qui ont donné son nom à la salle des Bauges. Les dessins apparaissent dans la partie la plus éloignée de l'entrée. C'est probablement parce que la lumière extérieure ne pouvait jamais parvenir jusque-là que les hommes préhistoriques ont choisi cette paroi. C'est en fait le seul panneau qui appartient à ce secteur, le panneau de la panthère. On a nommé en prétextant cette figure, qui est la seule représentation de panthère de la grotte. C'est un panneau qui s'intègre dans un relief assez tourmenté, percé de concavités assez profondes, 1, 2, 3, mais le support est suffisamment blanc pour mettre ces tracés de couleur rouge en évidence. Sur le côté gauche, nous avons un bouquetin. En fait, seul est représenté donc la tête avec la ligne d'encolure et la corne qui revient comme ça en arc de cercle à hauteur de la morse du dos de cet animal. Nous avons un corps de bouquetin sur la bordure de cette concavité. La tête disparaît totalement, n'a été marquée que la patte avant, la ligne de ventre, la patte arrière et la cuisse. La ligne de dos, c'est en fait l'arête qui se substitue à ce segment. Entre ces deux figures, nous avons une représentation d'ours avec la tête en bas. Tout le corps, on a l'impression qu'il tombe. Et on remarque en contrebas de cette figure, 80 cm en bas et à gauche, nous avons une grosse ponctuation rouge qui marque la base du panneau et qui certainement a été faite en appliquant la paume enduite d'oxyde de fer sur la paroi. Dans ce que vient de nous montrer Norbert, il y a des animaux que parfois on peut ne pas voir au premier coup d'œil, mais que lui voit très bien, et nous aussi, puisque nous sommes des spécialistes. Et justement, ça c'est une des grandes nouveautés, c'est la première fois qu'il y a une équipe comportant autant de spécialistes, qu'il s'agisse des spécialistes des sols ou des spécialistes des parois, qui travaillent ensemble. Et, par exemple, il y a ce gros point rouge, tout à fait à la base du panneau, qui est bien déterminé maintenant grâce au travail de Valérie et de Dominique. Nous travaillons ensemble, nous sommes nombreux, nous apportons chacun nos expertises, et ça va maintenant se généraliser, j'espère, dans le monde entier, mais pour le moment, nous sommes en pointe là-dessus. Près d'une cinquantaine de chercheurs viennent appuyer une quinzaine de permanents de l'équipe dans des domaines très pointus. Datation d'échantillons, géologie, chimie ou biologie des vestiges, étude de la flore, analyse des environnements préhistoriques, charbon de bois, végétation, climat. Ça, c'est les fameux capteurs de Moulis. Moulis, oui. Oui, alors là, ils indiquent
Celui-là, je crois qu'il indique le gaz carbonique, il y en a pour la chaleur, il y en a pour l'humidité. Le laboratoire du CNRS de Moulis, lui, intervient pour assurer la conservation, contrôler le climat et l'environnement de la grotte. Les sols sont rouges ici. Ah oui, là, les sols sont très de rouges. fer, Oui. Moi, je me demande si cette présence d'oxyde de fer n'a pas beaucoup influencé le choix des pigments pour les desserts. Là, il y a quand même un effet assez spectaculaire avec ça. Alors, en face, il n'y a rien. Ça, c'est curieux, alors qu'il y a des pendants rocheux qui s'y prêteraient. C'est beau le sol, hein, beau, le sol rouge, là. Petit côté désert, le sol est magnifique, hein. Sahara. Ah, ouais. C'est vrai, hein. Le sol est magnifique. Hein. Alors là, on arrive à ce qu'on appelle les insectes. Ah oui, je vois ce que c'est. Ouais, d'accord. Signe unique. Et alors, curieux, hein. interprétation? Non. Signe, plutôt un signe, enfin. Je sais pas. Moi, je dirais plutôt des insectes ou des oiseaux, peut-être. Ça, soit un insecte, ça peut être un papillon. Ouais, d'accord. Mais ça ressemble bien à un insecte. Hein. Parce que regarde, il y a un corps central, Ouais. et il y a tous ces machins latéraux, en dirait une patte. Là, on arrive au fameux panneau des mains négatives et positives. Ça commence à devenir Et spectaculaire. alors là, oui, ça commence. Oui. Alors, là, il y a une tête de lion. Ouais, d'accord. Ah, tout est rouge là. Tout Hein. rouge, toujours ici. Alors là, il y a un signe en W. Ouais. Là, ils ont fait un grand tas de cailloux. L'équipe, on ne sait pas pourquoi. Hein? Parce que ça vient pas du haut. Hein. Ça a été amoncelé. Ça c'est pas des ours non plus. Ça, c'est délibéré. Hein. Ça a été amené, regarde, tout ça, il n'y a rien qui correspond. On dirait bien, oui. Ah, ouais. Cet amoncellement de pierres nous pose problème. On s'est demandé pourquoi ils avaient pris la peine d'aller chercher des cailloux, de les amonceler sous ce panneau. À un moment donné, on s'est posé la question, est-ce qu'ils auraient pu mettre un objet à l'intérieur, un crâne humain, qui sait. On a fait des photos avec une perche, et on n'a rien trouvé. Donc on ne sait pas encore. Et ce n'est pas unique. Il y a beaucoup d'indices qui se trouvent sur les sols, par exemple, quelquefois sur les parois, des traces, et qu'on n'explique pas encore. Justement, notre travail de recherche, c'est d'essayer de comprendre, et pour comprendre, en premier lieu, de distinguer ce qui est d'origine humaine, ce qui est d'origine naturelle. L'eau a coulé, les concrétions sont formées, il y a toutes sortes de phénomènes naturels qui se sont passés à la grotte, également d'origine animale. Les animaux sont venus, des animaux sont venus dans la grotte, souvent, ils ont laissé leurs traces, ils ont laissé leurs vestiges, et assez paradoxalement, d'ailleurs, deux de nos collègues, les paléontologues qui travaillent avec nous, pensent que cette grotte, le peinture on sait très bien, mais que ce qui est très important dans cette grotte, c'est l'os des cavernes. C'est lui, là, l'humérus. Oh, c'est vraiment du baby. Hein. Tu te rends compte d'un peu J'ai noté qu'il faisait moins de 3 cm. Attends, on peut le mesurer. Ouais, parce que, Attends, juste. de toute façon, c'est ou un fœtus ou en tout cas un nouveau-né. Hein. Il manque les extrémités, bien sûr. Oui. Oh, t'as pas un centimètre? Ce petit os montre que les femelles venaient ici pour mettre bas, ou tout au moins accompagnées de leurs oursons. Et quand même, hein. Combien il fait 1, 3 2, 3.
Ah. 3, 3, 3. 3-2. 3-3. 3-3. Ben, tu vois, j'ai marqué 3. 3-3. En tout cas, ça, forcément, c'est un ours qui est né dans cette grotte et qui est mort. C'est le juvénile qui est né ici. Et là-bas, il y a une petite ça c'est canine une canine de lait, ça. Ici, là. Ouais, ça c'est la canine de lait qui tombe quand la canine définitive vient pousser. En général, c'est à 1 an. Un an, ouais. Donc c'est un ours qui est à sa deuxième phase d'hivernation dans la cavité. Absolument, voilà. Mais celui-là, il est vraiment extra. Il est là. Vraiment petit. 2500 os d'ours des cavernes trouvés à la surface du sol. Moins d'une centaine pour toutes les autres espèces d'animaux. Il est beau. Hein. Il n'est pas si gros que ça, non, finalement. Et pas un seul d'origine humaine. Il est assez gracile. Hein. Peut-être une femelle. Ouais. Mais disons qu'il faudrait mesurer tous les humérus, les mettre sur diagramme. Mais il est trop loin, je ne peux pas le mesurer. Bien sûr, on ne peut pas pour l'instant. Hein. Puis là, il y a le mandibule à côté. Là, le mandibule, oui, il y a le torse là-bas. Mais c'est curieux, la mandibule. La mandibule, bon, elle est très usée. Oui, mais regarde, on dirait une surface qui a été cicatrisée. Absolument. Une surface cicatricielle, tu vois. C'est un cas pathologique, ça. Ouais. N'importe quel os, pathologie ou pas, peut apporter bien d'autres informations. Par exemple, sur la date de la mort, par la datation radiocarbone. Par exemple, sur le régime alimentaire des animaux qu'on peut déterminer. Il peut y avoir également des analyses ADN maintenant. Cette grotte Chauvet, il y a non seulement les peintures, mais également tous ces ossements animaux, les traces au sol, les griffades sur les parois. Ce sont des éléments qu'on trouve dans beaucoup de grottes séparées, dans beaucoup de grottes différentes, mais ici on les a ensemble. Et c'est là la spécificité, une des grandes spécificités de la grotte Chauvet. Pour la première fois, on a une grotte majeure sur le plan de l'art, mais également majeure sur le plan du contexte archéologique. Attention à la tête, hein. Ouais, j'ai quitté le casque. Je ne sais pas me promener avec un casque. Là, c'est une galerie qui est très belle. Attention à l'épaule. Hein. Where is it? Et l'autre point rouge? Alors, tu vois, l'autre paroi, il y a énormément de griffades. Le coin est très joli. Il y a beaucoup de contrissionnement. Effectivement. Alors, là, on a beaucoup de griffades sur les parois. J'adore ça. Une griffade à 3 mètres du sol. Debout sur ses pattes de derrière, un ours a laissé la trace de son mouvement du haut en bas de la paroi. Les griffes de ses pattes avant ont laissé une marque caractéristique, un creusement en U dans l'argile. Je me demande si certains panneaux où, avant de faire les dessins, les artistes ont raclé la paroi, ont créé un blanc en quelque sorte, et tout autour il y a des griffades d'ours, ils ne l'ont pas fait justement pour détruire ces griffades d'ours. Alors je m'explique, on peut interpréter ça de deux façons. On peut l'interpréter d'une façon purement matérialiste, en disant ces griffades les gêner, ils font table rase, ils effacent ça comme on efface le tableau noir pour mettre leur propre dessin. On peut l'interpréter d'une façon un peu plus ethnologique, et moi j'aurais tendance à le faire, en se disant ils ont dû penser qu'il y avait une magie de l'ours ici qui était très forte, qui se matérialisait par ces griffades d'ours. Les griffades, c'est les empreintes de l'ours, ce sont les gravures que font les ours sur les parois. Et les ours, de ce point de vue-là, sont assimilables aux humains. Et avant de mettre leur propre magie, leur propre dessin, ils auraient raclé ces parois pour éliminer la magie des ours. C'est une hypothèse. Oui, disons que ce panneau s'inscrit sur un registre médian de la paroi, à hauteur des yeux. Il se développe sur 5 mètres à peu près. En fait, nous avons une succession de figures qui regroupent des chevaux, des mammouths et des bisons, et peut-être une
une représentation d'ours, l'ours raclé, comme on l'a appelé, à l'extrémité gauche. Et à l'arrière donc de cette figure, qui est assez intéressante, nous avons cette grande zone raclée qui pose problème, car on ne sait pas trop où il voulait en venir exactement. Est-ce qu'il voulait nettoyer la paroi de cet enduit argileux pour ensuite peindre ou dessiner, peut-être, mais on se rend compte que ça avait déjà été gravé, puisque au-dessus de cette zone raclée, nous avons un bison dont on voit les deux cornes, ici, une, deux, et sa ligne de dos, ici. Et au milieu de tout cet ensemble de figures, nous avons une succession de griffades d'ours, mais surtout localisées dans la partie supérieure du panneau, comme on peut le voir ici, par exemple. Et ici, au centre du cheval gravé, en dessous, c'est pas des griffades, ça. C'est les doigts eux-mêmes. Là, c'est pas aligné. Et puis, c'est divergent en plus. L'ours, il commence avec 4 points alignés, mais quelquefois pas. Hein. L'utilisation de l'outil est identifiable de manière plus affirmée sur le côté droit du panneau. Et c'est vraiment la première fois que l'on voit que c'est le même outil qui a laissé dans le fond du trait un petit sillon un peu plus dense, un peu plus profond. C'est un sillon noir. Pendant cette période glaciaire, il y avait très peu de gens. C'est difficile à imaginer pour nous actuellement qui vivons dans un monde où il y a très peu d'animaux et où il y a énormément de gens, mais les gens vivaient par tout petits groupes de 20 ou de 30 peut-être, qui étaient très dispersés, qui étaient éloignés les uns des autres. Ils devaient avoir des rassemblements saisonniers, peut-être une fois par an, mais ils étaient perdus dans une mer d'animaux. Et par conséquent, pour eux, les animaux, c'était eux qui représentaient la force. Et comme le religieux est toujours indissolublement lié au matériel dans toutes les cultures traditionnelles, non seulement la force physique, mais également la force surnaturelle. Avec d'infinies précautions, Yannick Le Guillou, en chaussettes, s'avance sur le sol calcité et solide. Sous le sédiment calcaire, de nombreux ossements d'ours et 53 crânes qui en émergent. On voit très bien que ce caillou, ici, a une surface plane, parce que par hasard, puisqu'il est tombé de la voûte au milieu de cette salle, donc il s'est planté là, il a éclaté, il y a des morceaux qui sont allés autour. Il n'a pas été donc déplacé par les hommes. En revanche, ils ont fait un feu, dont on voit très bien les traces, avec des charbons. J'ai fait 3 prélèvements, ils ont donné entre 30 et 31 000, toutes les dates convergent. Le crâne a été posé après coup, mais après coup, ça peut vouloir dire quoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est 7 minutes? Est-ce que c'est 5000 ans? On ne sait pas. Ce que l'on sait tout de même, c'est qu'il n'a pas été posé là par hasard, parce que c'est un lieu assez spectaculaire. Et on voit également qu'il y a d'autres crânes d'ours et des ossements. Là, celui-là se voit très bien. Il y en a un autre qui est au-dessous. Il y a des os ici et là. Et d'autre part, il y a une 50aine de crânes dispersés tout autour, sans les os correspondant du squelette. J'ai demandé aux géologues qui disent que c'est absolument impossible qu'il y ait une telle accumulation de crânes de la façon dont on les trouve, qui ait été amenée par l'eau.
Comme ils n'ont pas pu non plus être amenés par les autres animaux, ils n'ont pu être amenés que par les hommes. Donc je pense qu'il y a là une accumulation tout à fait particulière de crânes d'ours. L'étude continue. Regarder et décrire la paroi, c'est un travail minutieux. Donc le long de la ligne de l'eau du cheval ici, c'est un étalement au doigt, parallèle. Redessiner, refaire, établir le geste précis de l'artiste, connaître sur le bout des doigts chaque geste de l'époque, permet de disposer d'un document fiable, le relevé. L'ordre et les techniques d'exécution de l'œuvre s'y trouvent déchiffrés. On arrive donc sur la tête de la lionne qui est ici. Et tu peux essayer d'éclairer un peu plus de face. Ils ont frotté le noir au doigt comme ça, sous l'œil. Ici on voit bien la tache, puis un petit peu derrière là. Et là c'est sans voix. Ouais. Sans voix. Oh, cette lumière, on le voit bien là. C'est extraordinaire. Je pense que les figures, il n'y a pas besoin que je vous les montre. Ouais, ça va. Celui du bas, là. Les 4 têtes de chevaux qui s'enchaînent. Oui, d'ailleurs, ils n'ont pas choisi la facilité. l'artiste a éprouvé certaines difficultés avec cette fissure-là. Par rapport au type de composition, c'est pas casse si évident. complètement le cheval, là, tu vois, en deux. Oui, Il y a l'ombre portée naturelle qui donne tout son volume à cet animal, puisqu'il il se retrouve avec le chanfrein dans la lumière et le reste de la tête dans l'ombre. Alors bien sûr, on ne peut jamais avoir la certitude que c'est enfin, qu'on est dans le vrai et qu'il n'y a qu'une main derrière ces œuvres, mais je pense que on a quand même un certain nombre d'indices qui n'apparaissent que finalement que par une véritable étude interne de la composition. Alors, est-ce que c'est la même main par contre qui a fait l'ensemble des figures? Ça, c'est un autre problème. Je pense qu'on peut trouver des points communs assez nombreux avec les aurochs, ne serait-ce que à nouveau dans la composition des trois, dans l'équilibre des masses, dans l'allongement des têtes, un allongement assez élégant, et dans la présence de cette petite barbiche, là, assez énigmatique, qui ferait donc un tic, une petite convention personnelle qu'on retrouverait sur les animaux.
j'imagine que si on pouvait filmer si on avait pu le filmer pendant qu'il travaillait, on aurait eu certainement... moi, je vois quelqu'un qui a des gestes précis, mais plutôt brusques et plutôt nerveux, qui n'aime pas s'attarder trop longtemps. C'est le travail dans l'action, et je m'appuie là parce que ça m'aide peut-être à faire ce cheval-là, ou je mets ma main là parce que c'est mieux d'être appuyé pendant que je fais la crinière très rapidement, avec des gestes très secs. Il faut obtenir quelque chose de bien et dans le mouvement, en fait. Et c'est vrai que dans le mouvement, il peut très bien mettre sa main là, se dire, bon, là, j'ai plein de mélanges de... Il s'essuie les doigts, quoi. Ça le gêne, il l'enlève, il repasse à autre chose. On le voit très bien aussi ici, hein. Et ça, c'est dû, bien sûr, à la conservation de la paroi. C'est ces deux pattes, là, où on voit parfaitement le geste du fusain sur celle-ci. On voit les petits morceaux de charbon de bois qui sont restés accrochés au calcaire. Et sur celui-ci, il a fait son trait au fusain. Visiblement, le fusain ne charbonne plus assez. Il a fini au doigt. Et en fait, il a étalé le calcaire avec son fusain. Ici, on a tous les gestes. Il fait ça comme ça. Il reprend là. Et il y avait quand même beaucoup de matière, mais de calcaire un peu mou. Et en fait, on a des petits bourrelets de calcaire ici, mélangés au fusain qui restait, à l'argile qui sont là. Il y a des tas de choses comme ça qui montrent que, qu'il a donc ce rapport que moi je dirais presque physique avec la paroi, et qui fait que, à mon avis, c'est pour ça que ça devrait intéresser les artistes contemporains, parce qu'il n'y a pas... il y a un aspect matière dans ce panneau, dans ces œuvres-là, qui est tout à fait, je sais pas, tout à fait proche de préoccupations d'artistes contemporains. L'empreinte d'un pied révèle la présence incontestable d'un autre personnage. Des mouchages de torches, parallèles à la piste foulée par un adolescent, permettent de dater la scène. Il y a 27 000 ans, le jeune homme est passé par là, frottant sa torche sur la paroi, pour avoir plus de lumière ou pour retrouver son chemin. Pour Michel Garcia, il aurait été accompagné par un animal dont on suit la piste dans toute la grotte. Comme ici, près du panneau du cheval gravé, seul endroit accessible à la caméra. Là, on a toute une série d'empreintes qui se chevauchent, qui correspondent bien à deux ou trois pistes, pas plus. L'argile était très très molle quand l'animal est passé. Alors, sur cette empreinte, on voit donc le coussinet carpien qui se trouve ici, les doigts latéraux, les doigts médians. Et chez les canidés sauvages, les deux doigts qu'on voit, c'est-à-dire les deux pelotes qui sont au milieu, sont toujours beaucoup plus avancées que chez les canidés domestiques, comme même les très gros chiens, par exemple, présentent toujours cette image. C'est-à-dire que les quatre doigts sont beaucoup plus intriqués, beaucoup plus resserrés et plus près de la paume ou de la plante. C'est-à-dire on est là devant des empreintes qui s'apparentent plutôt à celles d'un gros chien domestique actuel. Est-ce vraiment un chien? A-t-il accompagné l'adolescent? Il faudra continuer à accumuler les preuves. Preuves que nous ne pourrons pas aller filmer. On est tenu, pour des questions de conservation, à laisser les caméras en des lieux extrêmement particuliers que sont les passerelles. Donc on ne touche pas au sol. Aujourd'hui, les préhistoriens savent qu'ils ont tout intérêt à préserver les vestiges dans l'état de la découverte, pour attendre d'autres moyens techniques, de nouvelles manières de travailler. En l'absence de possibilité de fouilles, les méthodes d'observation visuelle jouent un rôle particulièrement important dans les grottes ornées. La discipline change. L'étude de la grotte Chauvet coïncide avec la découverte de la grotte Cosquer en 1991 et celle de Cussac en 2000. Ces trois grandes grottes apportent à elles seules plus de nouveaux éléments que les grottes majeures connues jusqu'à présent. Voilà, là aussi facilement. Au centre. Donc l'azimut c'est du 247 et puis la distance, ça vient, c'est du 965. Oui.
Voilà la centrale là. Attends, Non, il il est, y a- vas-y, t'as- t'es en voilà. panne. Tu me prends les deux pointes là, s'il te plaît? Bah, l'autre, tu as besoin de la reprendre? Ouais, je préférerais. C'est un bavard de points. Ouais. Voilà, très bien. Oui, c'est bon. Oui. C'est azimut. Au centre de la salle, d'environ 30 mètres de diamètre, un grand trou de 4 mètres de profondeur. L'effondrement s'est produit après que certaines gravures, aujourd'hui au-dessus du vide, aient été réalisées. Ce trou est une aubaine pour les scientifiques qui bénéficient ainsi d'une fouille naturelle qui montre des couches correspondant à des successions de différents épisodes climatiques. Donc les hommes ont occupé la grotte à une période qui correspond à une alternance de climats et de régimes de la grotte, avec de l'eau qui stagne régulièrement dans cette dépression, qui forme une sorte de marée où s'accumulent des argiles grises, puis d'autres épisodes où au contraire c'est des graviers qui arrivent indiquant que le cours d'eau est un peu plus fort ou qu'il y a de plus grosses précipitations, puis que ça redevient calme pour que de la stalagmite se forme, des carbonates se forment. La dernière couche de carbonate, quant à elle, s'est déposée sur l'occupation des hommes, puisqu'elle masque, elle recouvre et elle moule des empreintes de végétaux qui étaient sur le sol, des charbons de bois et des outils en silex. Et du fait de l'effondrement, la calcite s'est fissurée. Et entre ces craquelures, il est possible d'observer le sol tel qu'il était au moment de la réalisation des gravures. Alors, ces vestiges sont extrêmement fragiles et ténus. Donc c'est la première fois que dans la grotte, sans faire de fouilles, on peut accéder au contenu du sol et voir son extraordinaire richesse, essentiellement des fragments de charbon de bois. Certaines de ces empreintes, là où elles étaient les plus denses et les plus diversifiées, ressentent en fait des fragments de végétaux. Alors là, il ne s'agit pas d'un végétal en tant que soi, ce n'est plus un fragment de bois, mais c'est son moule argileux, puisqu'il est creux, et c'est uniquement de la matière argileuse qui s'est substituée dans le moule au végétal. Si on regarde sur le sol, eh bien on voit le reste du moule de ces brindilles végétales, qui sont d'ailleurs plus longues que sur le fragment. Donc il y a une mine d'informations sur le milieu végétal, sur les charbons de bois et sur d'autres objets qui pourraient avoir été piégés au moment où la calcite a nappé le sol et a englobé les éléments que l'on retrouve aujourd'hui en creux. Information sur la flore de l'époque, ces quelques brindilles pourraient provenir soit des litières d'animaux, soit des restes du bois amenés par les hommes préhistoriques pour dessiner, ou peut-être même faire des échafaudages. On va faire la projection en plan de la zone de rupture de voûte, là, celle qui marque très clairement le triangle d'entrée dans le réseau profond. L'entrée de la galerie du Mégacéros, un étroit couloir de 30 mètres qui descend vers la dernière salle du sanctuaire. On va prendre l'œil du Mégacéros à droite, là-bas. Oui. Bah, là, c'était pas mal. Là, allez, je suis bon parce qu'on ne le voit plus. On dit que c'est voilà. Bon. Allez, hop. Le Mégacéros est une sorte d'élan, aujourd'hui disparu. Ok. On se fait un petit calage sur le nez du rhino. Enfin, le nez, je veux dire, la corne. Des oreilles stylisées, comme la plupart des 65 rhinocéros représentés ici. Sur le ventre, un bandeau de pelage qui ne correspond bizarrement à rien de connu dans l'anatomie des rhinocéros laineux. Ah, il marche. Indication aussi des oreilles de forme classique à chevet, en accolade. Et puis en gravure, en éclairage rasant, on peut voir donc la corne complétée par en dessous ici et le départ du museau, de la bouche, mais rien d'autre, pas indication de pattes, de ligne de ventre. Il a été réalisé simplement comme ça, en un seul tracé qui dessine le contour de la partie supérieure du rhinocéros. Une
preuve du haut niveau des stylisations et de conventions de l'art pratiqué ici. On voit bien le fusain qui a été écrasé, un large fusain qui a servi à faire la crinière, la tête, le trait de l'encolure, et puis par contre une surface où la main et les doigts ont frotté sur le ventre, ceci expliquant la manière dont le charbon, le fusain s'est écrasé. La concentration qui est au sol, donc ici, est composée à la fois de gros morceaux de charbon écrasés et d'une fine poussière de fusain qui a roulé au pied de la figure et qui s'est accumulé là. On retrouvera ce type de concentration dans la salle du fond, par là-bas, à une quinzaine, vingtaine de mètres de là, signe que le charbon de bois a bien été transporté dans un contenant ou autre, ou empoigné, après avoir été prélevé dans ces gros fragments où des bûches, des morceaux de pain ont brûlé lentement dans cette atmosphère qui était vraisemblablement déjà à l'époque chargée en gaz carbonique, donc sans doute sans flamme, de manière lente, ne produisant pas de cendres, mais produisant bien du charbon de bois, ainsi que l'on peut l'attester. Donc l'emplacement a été vraiment choisi pour organiser un foyer, et de la même manière, on a juste au-dessus, sur la paroi, les traces de l'élévation thermique avec une grande écaille qui est tombée dans cette zone-là, sous l'effet du choc thermique, et surtout, on observe sur la paroi, ici, la rubéfaction, l'argile qui a brûlé du fait de la chaleur, voire même des traces de charbon de bois ici, dans ce secteur. Voilà. Ces foyers fournissent des dates à travers le charbon de bois et à travers les eaux brûlées qui ont été prélevées dans ce secteur et ici, les mêmes dates que celles qu'on a observées sur les charbons du panneau des chevaux et de la salle du fond, indiquant là, si besoin était, qu'il y a bien une relation chronologique directe, même si la fourchette de 31 500, plus ou moins 500 environ, laisse à penser qu'il peut y avoir bien sûr, non pas une incertitude, mais que pendant ces 500 ans, plus ou moins 500 ans, il y a pu y avoir plusieurs passages. On voit donc les gestes, les actions des gens. On sait également qu'ils ont été très peu nombreux à fréquenter cette grotte, parce que cette galerie du Mégaceros est très étroite. Il y a des foyers sur le sol, il y a des feux, il y a des gros charbons, ils n'ont pas été piétinés. S'il y avait eu des hordes de gens qui ont défilé dans la grotte pendant des dizaines ou même des centaines ou des milliers d'années, il est bien évident que tous ces vestiges auraient été détruits. Ce n'est pas le cas. La grotte Chauvet a été visitée par un nombre de gens relativement faible et pendant peu de visites. On n'a aucune trace d'habitat parce que ça se manifesterait par de très nombreux ossements cassés, brûlés, d'animaux consommés. Et à mon avis, comme c'est le cas dans beaucoup de peuples traditionnels, il devait certainement considérer que le monde souterrain était un monde surnaturel où certains se rendaient dans des buts extrêmement précis en liaison avec leurs croyances. Peut-être accompagnés de malades ou de gens qu'on faisait participer aux cérémonies pour une raison quelconque. Le but, c'était de capter cette puissance qui se trouvait à l'intérieur des grottes. Alors, il faut que je me remette au point. Vous y êtes?
va pas très bien. C'est bon, oui. Ouais. Alors vous le tenez à bout de bras, hein, et vous visez le milieu du ventre du grand rhino du bas. La plupart des gens, malgré tous les livres, les films, tout ce qu'on a, ont quand même une conception de l'homme préhistorique assez caricaturale. Hein. On n'en est plus où il tire sa femme par les cheveux, mais enfin, on n'est pas très loin en fait. Et moi je le vois avec les réactions que j'ai, même chez des gens relativement cultivés, qui sont surpris. Ils vous disent, alors ces gens quand même, ils étaient très évolués, ils savaient faire des peintures comme ça. Alors ça change la vision du grand public sur la préhistoire. Même à des époques très anciennes, 30, 35 000 ans, ben, on a affaire à des gens qui avaient maîtrisé des techniques que dans le monde occidental, on maîtrisera à la Renaissance et pas avant. Deux randonneurs qui avaient emprunté un sentier détourné découvrirent un corps pris dans la glace. Pensant qu'il s'agissait du cadavre d'un alpiniste, ils alertèrent la police. Et ce fut le début d'une des plus incroyables enquêtes jamais menées. Le cadavre était celui d'un homme qui avait vécu plus de 5300 ans auparavant. On entend encore largement inconnu des savants et des historiens.
5 siècles avant les alignements de Stonehenge, 20 siècles avant la chute de Troie. On surnomma le mort Otzi. La scène de la découverte du corps révéla des pièces à conviction, vêtements, ornements, armes, qui ouvraient une extraordinaire fenêtre sur notre passé. Mais l'enquête tourna court. L'homme lui-même resta un mystère. Qui était-il? Qu'avait-il fait pour en arriver là? Et surtout, comment était-il mort? Durant plus de 10 ans, les savants ont cherché à résoudre ce mystère, mais le corps était trop fragile.